Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Ring. Nous allons plus précisément parler du tome 1 qui s'appelle Ring. Ce roman a été écrit par Koji Suzuki et la date de parution est 1991. Sakoto est seule chez elle et sans ses parents. Elle commence à flipper car elle sent une présence derrière elle. Elle pense que cette présence est liée à des images qu'elle a vues elle et ses amis. Elle se retourne et on ne sait pas ce qu'il se passe. Kiruma est un chauffeur de taxi. À un feu rouge, une moto se met à côté de lui. L'individu tombe et essaie d'enlever son casque sans succès. Quand Kiruma enlève le casque de cet individu, il se rend compte que cet homme est mort. Asakawa vient de quitter son travail dans le bureau de rédaction du journal M. Il aide un taxi et il tombe sur Kiruma. Le taxi repasse à l'endroit où le motard est mort il y a un mois. Le taximan parle de cet incident. Le journaliste est intéressé. Le taximan lui révèle que le jeune homme est mort d'une paralysie du cœur et que son visage possédait une expression de surprise. Le journaliste fait un lien avec une autre affaire. Le journaliste souhaite encore une fois rencontrer Kiruma pour parler de cette affaire. À son travail, Asakawa parle de cette histoire à son chef de rédaction qui s'appelle Oguri. Ce dernier ne veut pas en entendre parler car il a eu une mauvaise expérience il y a 2 ans quand son journal a parlé de forces occultes. On apprend que la première victime, qui s'appelle Satoko, est la nièce de la femme d'Asakawa. Elle est, elle aussi, morte d'une insuffisance cardiaque et elle a essayé également de s'arracher les cheveux. Elle est morte elle aussi le 5 septembre et à la même heure que le motard. Le chef de rédaction ne voit pas de lien crédible entre ces deux affaires. Asakawa va dans les archives du journal et cherche un article. Ainsi, il apprend que le 5 septembre, un couple de jeunes gens a été retrouvé mort dans leur voiture pourtant encore fermée. Asakawa se rend au club des journalistes et il rencontre Yoshino. Il veut davantage de détails sur l'article. Les causes de la mort de ce couple sont inconnues, mais les gens pensent à un problème médical ou à un suicide. La position des corps est étrange, ainsi que leur expression de peur sur leur visage. Asakawa obtient les noms et les adresses des victimes. Parmi les victimes, il y a Satoko, Shuichi, Haruko et Takehiko. Il trouve des liens entre ces personnes qui devaient se connaître. Le lendemain, Asakawa va avec sa femme Shizu et sa fille Yoko chez sa belle-sœur. Shizu y va pour réconforter sa sœur. Asakawa fouille la chambre de Satoko et il y trouve une carte qui ne lui appartenait pas. Il s'agit d'une carte du centre de loisirs pacifique au nom de Yuki Nonoyama. Asakawa appelle ce centre pour avoir des informations. Asakawa se rend ensuite dans la cuisine, lieu de la mort de Satako. Il essaie de comprendre pourquoi la jeune fille est morte de peur et il pense que c'est à cause d'un reflet. Arrivé chez lui, Asakawa téléphone aux parents des jeunes gens qui ont trouvé la mort. Une femme lui dit que Nonoyama lui a téléphoné pour récupérer une carte auprès de son fils. Asakawa récupère le numéro de ce jeune homme et il l'appelle. Nonoyama dit à Asakawa qu'il a prêté sa carte à Iwata. Il pense qu'à la fin août, ces 4 jeunes gens se sont rencontrés dans ce centre. Asakawa se rend dans ce centre et il loue un chalet. Il tombe sur un calepin contenant les notes des voyageurs. Shuichi Iwata y a écrit une note à propos de quelque chose à regarder si l'on n'a pas peur. Asakawa devine qu'il s'agit d'une VHS. Il retourne voir le gardien qui loue les cassettes. Asakawa trouve une VHS sans nom. Le gardien l'a trouvée il y a 2 mois dans un chalet et il ne l'a pas encore visionnée. Asakawa la loue. La vidéo contient une suite d'images sans sens et sans lien entre elles. Un message dit que ceux qui ont regardé cette vidéo vont mourir dans 1 semaine. Une publicité apparaît à la place du message qui mettrait fin à la malédiction. Asakawa reçoit un coup de fil, mais personne ne parle à l'autre bout. Asakawa prend peur
Il prend sa cassette avec lui et il s'enfuit. Asakawa rencontre un de ses amis, Ryuji. Asakawa lui parle de son aventure et son ami veut visionner la cassette. Asakawa veut l'en empêcher, mais Ryuji continue de vouloir car il veut avoir la connaissance de la mort. Ils vont chez Asakawa regarder la cassette. Son ami emporte un double de la cassette. Asakawa fait des recherches à propos d'un volcan que l'on voit sur la vidéo. Il cherche aussi qui a bien pu laisser la cassette au groupe d'adolescents. Il s'intéresse aux personnes qui ont loué le chalet avant eux. Asakawa téléphone à la famille qui est venue juste avant le groupe d'adolescents et il se trouve qu'ils ont une boîte vide qui a la même marque que celle sur la VHS. Le petit garçon de cette famille a mis une cassette dans le magnétoscope pour enregistrer une émission. En partant, la famille a oublié de prendre la cassette avec elle et elle est restée dans le magnétoscope. Asakawa pense qu'une émission pirate a alors envahi les ondes. Quand il rentre chez lui, Amo lui dit que le professeur Ryuji Takayama a cherché à le joindre. Il l'appelle plusieurs fois et il finit par tomber sur une voix de femme. Le lendemain, Asakawa se rend chez son ami Ryuji. Ils mettent en commun leurs recherches. Son ami a fait des recherches à propos d'un dialecte que prononce une femme de la vidéo. Chez Ryuji, Asakawa rencontre une jeune femme, Mai, pour qui il a un coup de foudre immédiat. Quand il rentre chez lui, Asakawa se rend compte que sa femme et sa fille ont regardé la cassette. Le lendemain, Ryuji lui téléphone et il lui dit qu'il a du nouveau. Asakawa se rend chez lui. Les images noires sur certaines séquences représentent des clignements d'yeux. C'est pour cela que les scènes semblaient sérielles. Le film correspond à des instants de vie regardés par une personne. Vu le nombre de clignements d'œil en un temps donné, il devine qu'il s'agit d'une femme. Pour Ryuji, retrouver cette femme leur permettrait de savoir comment se délivrer de la malédiction. Ils se rendent dans un musée. Avant y habitait le professeur Miura, qui a établi une liste de personnes au Japon ayant des pouvoirs surnaturels. Maintenant qu'il est mort, il s'adresse à son fils. Il trouve un fichier d'une certaine Sadako Yamamura. Ils partent en bateau pour voir la famille de Sadako qui se situe sur l'île d'Oshima. Ils vont voir Kei Yamamura, une cousine de la mère de Sadako. Yoshino leur donne des informations sur Sadako. Il n'en a que ce cas séduisant car elle est ensuite partie à Tokyo pour rejoindre une troupe de théâtre. Sa mère, Shizuko, est partie à Tokyo laissant sa fille sur l'île et la laissant à sa grand-mère. Elle est ensuite revenue puis elle est repartie avec sa fille. Elles sont devenues connues pour on ne sait quelle raison. Les deux femmes sont ensuite revenues dans l'île. Shizuko s'est suicidée en se jetant dans un volcan. Sadako est ensuite restée sur l'île. Elle a prédit l'éruption d'un volcan. Asakawa envoie Yoshino voir cette troupe de théâtre où Sadako a passé du temps il y a 25 ans. Il y va et il rencontre un homme qui a connu cette Sadako. Cette jeune femme lui a paru étrange. Une fois, il l'a vue éteindre une télé alors qu'elle n'était pas branchée. Un autre homme de la troupe lui a peut-être rendu visite et il est mort d'un arrêt cardiaque le lendemain. Après son passage dans la troupe, il ne sait pas ce qu'elle est devenue. Yoshino se rend à l'ancienne adresse de Sadako où elle a vécu il y a 25 ans. Il se rend compte que cette habitation a disparu et qu'il y a un nouvel immeuble à la place. Yoshino part à la recherche des étudiants qui ont passé une audition avec Sadako. Asakawa est en colère car un typhon l'empêche de quitter l'île et de continuer ses recherches alors que son heure de mort approche. Puisqu'ils sont bloqués sur l'île, Ayatsu propose qu'ils interrogent le vieux Genji. Ce dernier a connu Shizuko quand ils étaient jeunes et ils étaient en couple. Une nuit, elle est allée le chercher pour qu'il sorte son bateau de pêche pour aller prendre une statue de pierre qui était tombée au fond de la mer. Suite à cela, Shizuko a eu des prémonitions. Elle est tombée enceinte d'un homme à Tokyo. Le vieux Genji pense que Shizuko s'est suicidée à cause de cet homme, qui s'appelait Ino. Yoshino envoie à Asakawa et à Ryuji des informations par fax. La mère de Sadako et cette Ino ont effectivement eu une liaison. Ils ont démontré les talents de la mère qui leur a amené le succès un instant, mais qui a mal tourné car on les a pris pour des charlatans. Ino est mort de la tuberculose. La mère de Sadako s'est suicidée dans un volcan. La mère de Sadako, en plus des prémonitions, avait le don de double vue que Sadako possède aussi. Ryuji et Asakawa reçoivent un coup de fil de Yoshino. Il a interrogé les autres étudiants et personne ne sait ce qu'est devenu Sadako.
Asakawa et Ryuji envoient Yoshino au centre de loisirs pacifique afin qu'il sache ce qu'il y avait sur cet endroit avant la construction du centre. Yoshino trouve qu'il y avait un sanatorium pour tuberculeux. Asakawa et Ryuji se dirigent vers le docteur Shirotano Nagao qui travaillait dans ce sanatorium. Une fois là-bas, ils se rendent compte que cet homme apparaît dans la vidéo de Sadako où il saignait et où il avait un regard haineux. Il a rencontré Sadako quand elle rendait visite à son père au sanatorium. Un jour, dans un accès de démence, paraît-il, il l'a violée. Il lui a aussi transmis la variole. Il a remarqué qu'elle était hermaphrodite. Grâce à la télépathie, elle lui a dit qu'elle allait le tuer. Nagao l'a étranglé, puis il l'a jeté dans le puits. L'endroit où se situe le puits correspond à l'endroit où se trouvent les chalets. Ryuji et Asakawa pensent que pour mettre fin à la malédiction, il faut déterrer Sadako, lui faire un office et la ramener à sa famille. Pour eux, c'est Sadako qui a poussé le docteur à la tuer. Ils trouvent le fameux puits sous le chalet où Asakawa a visionné la cassette. Ryuji puis Asakawa descendent dans le puits. Ryuji dit que pour que le démon du ressentiment prenne possession de quelqu'un, il faut que le corps soit dans un espace clos, avec de l'eau et que le temps ait passé. Elle aurait eu du ressentiment car elle était encore vivante dans le puits. Asakawa retrouve le squelette de la jeune femme. L'heure de sa mort est dépassée et il pense que le sort est conjuré. Le lendemain, Ryuji et Asakawa se séparent. Asakawa apporte le squelette à la famille de Sadako. Ryuji est dans son appartement et il travaille. Il commence à avoir peur. Il pense que Sadako a passé un pacte avec les démons pour avoir des enfants car une femme dans la vidéo a prédit à Sadako une naissance et car Sadako ne pouvait pas donner naissance à un enfant à cause de son hermaphrodisme imparfait. En téléphonant à Mai, Ryuji voit son reflet dans un miroir. Il pense tout d'abord qu'il s'agit d'une autre personne avant de remarquer qu'il s'agit de lui-même mais plus âgé. Mai, à l'autre bout du fil, n'entend que des cris. Asakawa revient chez lui. Sa femme et sa fille sont absentes. Il commence à rédiger un article parlant de cette affaire. Il téléphone à Ryuji. Il tombe sur Mai qui lui dit que le professeur est mort. Asakawa se demande pourquoi il n'a pas été touché alors que son ami si. Il finit par trouver. Il n'a pas été touché par la malédiction car il a fait une copie de la cassette qu'il a passée à son ami. Asakawa téléphone à sa femme. Il veut que les parents de sa femme visionnent la cassette pour transférer la malédiction. Asakawa fait face à un dilemme. Soit il passe la vidéo aux parents de sa femme qui devront la passer à quelqu'un d'autre et ainsi l'épidémie va se répandre, soit il consent à sacrifier sa femme et sa fille pour sauver l'humanité.